Bonjour, c'est Amalia la poétesse, conférencière, artiste peintre et qui fait des objets de décoration. Aujourd'hui, 25 septembre, je fais une vidéoconférence en tant que fille de rapatriée. Et j'espère que ma vidéo vous plaira. Il faudra la regarder jusqu'au bout parce que je vais vous parler un peu de l'historique de l'Algérie, survoler l'Indochine et parler de nos amis harkis et rapatriés et de leurs déboires. Je commence ma conférence. À ce jour, ce samedi 25 septembre 2021, journée commémorative des rapatriés d'Indochine et des rapatriés harkis et contingents. Il ne faut pas oublier le contingent aussi, qui ont décidé de combattre pour notre patrie, la France. Moi, la poétesse, arlésienne, enfant de rapatriés, dont mon père était l'ami du Bachaga Boualem, responsable de la communauté harki de Mastibet, que j'ai connu et qui m'a vu naître. Je lui rends un grand hommage, ainsi qu'à toute sa communauté, et un grand hommage à tous les harkis de France qui ont servi leur patrie, la France, en particulier Pérol-en-Provence. Il ne faut pas les oublier. Ainsi que les harkis de la Loire. Mais tout d'abord, avant de vous parler de la guerre d'Algérie, un petit rappel sur nos engagés d'Indochine qui a débuté un an après la fin de la Seconde Guerre mondiale. La guerre d'Indochine, ou guerre d'indépendance d'Indochine, également désignée au Vietnam comme la guerre de résistance anti-française ou encore la première guerre d'Indochine dans le monde anglo-saxon et un conflit armé qui se déroula de 1946 à 1954 en Indochine française ou Fédération indochinoise. Actuel Vietnam, Laos et Cambodge. Opposant l'Union française au Viet Minh, le conflit aboutit à la suite des accords de Genève, à la fin de la Fédération indochinoise et à la partition du territoire vietnamien en deux États rivaux, République démocratique du Vietnam et Sud-Vietnam. La guerre d'Indochine fit plus de 500 000 morts et fut suivie par la guerre du Vietnam de 1955 à 1975. Je vous parle de cette guerre car je me sens concernée. Un membre de ma famille l'a faite, le cousin de ma mère, engagé pour défendre sa patrie, la France. Et il est revenu de cette guerre atroce avec un poumon en moins. Des cauchemars toutes les nuits et des fièvres sans arrêt. Il a été marqué à vie, il en parle tout le temps. Les soldats, comme lui, étaient sur le qui-vive, restés plusieurs jours sans manger, ou ceux qu'ils trouvaient. C'est une guerre qui a été très marquante pour nos soldats et leur vécu très marquant. Maintenant, je vais vous parler, moi la poétesse, conférencière, artiste, peintre et créatrice de la guerre d'Algérie. Mais auparavant,
vais vous lire un de mes poèmes sur l'Algérie. Algérie, mon amour, quand mes pieds se posent sur ta terre rougeâtre, mon âme et mon cœur s'enflamment d'une passion d'amour. Vrai, unique, ton paysage verdâtre, ensoleillé, rendait mon âme et mon cœur, mon esprit, engourdi d'amour. Ta ville de l'Ouest, plus exactement Tlemcen, ville de lumière, avec un passé où tant de passages historiques, si elle pouvait raconter son histoire. Chaque recoin de ta terre parle en me voyant. Notre séparation me meurtrit. Je suis en manque de toi. Te voir, te toucher, toucher ta terre. Profiter de ta mer ensoleillée. Me manque, je n'ai que mes yeux pour pleurer. Mes souvenirs que je conserve dans ma tête, qui est une boîte à secrets, mais mon âme et mon cœur ne t'oublieront jamais. Lire ce poème pour vous me remplit d'émotions, ancrées dans mon cœur et mon âme. Avant de vous parler de ces glorieux soldats, je tiens à vous faire un petit récapitulatif de ce pays qu'on a surnommé l'Algérie. Si je commençais par le début, l'Algérie, pays paradisiaque de mes origines, avec toutes les richesses naturelles, très riches en histoire. Revenons à des décennies en arrière. L'histoire de l'Algérie s'insère dans l'histoire la plus large du Maghreb et remonte à des millénaires. Remontons le cours de l'histoire. À l'ère préhistorique, il y a eu plusieurs civilisations. Des paléolithiques qui sont les premiers berceaux de l'humanité, dont plusieurs sites ont été découverts dans le Sahara, qui était moins sec où s'étendaient de vraies savanes. Au nord du pays, de nombreux sites paléolithiques inférieurs, comme à Ain El Anesh, près de Sétif. Les plus anciens restent d'hominidés en Afrique du Nord, qui ont été attestés. Le site le plus ancien en archéologie d'Afrique du Nord, l'âge des vestiges, est évalué à 1,8 million d'années, coïncide avec la période présumée de l'Homo habilis. Dans l'Antiquité, le territoire algérien connaît la formation des royaumes humides, avant de passer sous la domination partielle. L'arabisation partielle de la population de 1014 en 1152. Les Hamadides, qui sont une dynastie berbère, sanaïenne, qui règne sur le Maghreb central. De 1014 à 1152, la dynastie Hamadide est fondée.
En 1014, pour Ahmad, un Bologine, second fils de Bologine, Ibn Ziri, en conséquence d'une scission territoriale du royaume ziride à la suite d'un conflit de succession. Ils sont parfois désignés comme Zirides Ahmadides, avec les Zirides dont ils sont l'une des branches. Les Ahmadides sont connus pour leur capitale fortifiée, la Qal'a des Beni Ahmad, cité médiévale prestigieuse dont les ruines sont classées au patrimoine de l'UNESCO. Sous la pression des Hilaliens, ils vont chercher une nouvelle capitale et reconstruire la ville de Béjaïa, l'antique Salda, en 1067 sur la côte de Kabylie sous le nom d'Ansiria, du nom du souverain El-Nazir. Sous leur pulsion, Béjaïa devient une grande capitale méditerranéenne, un foyer de culture majeur et une place militaire d'où partent les expéditions maritimes vers le pays du Rhône, principalement la Sicile. Excusez-moi. Les deux villes sont alors reliées par un trique sultan qui évite le plus possible une plaine devenue difficile à contrôler. Les incursions des nomades, des zénètes de l'ouest et du sud et l'arrivée des Arabes hyaliens qui contrôlent les plaines font que l'arrière-pays échappe progressivement à leur autorité. De 1235 à 1556, les Zianides, en berbère Atzzian ou Al-Walid, en arabe Banu Abed al-Wad, sont une dynastie berbère zénète qui gouverne le royaume de Tlemcen, au Maghreb central l'actuel. L'Algérie, entre le XIIIe et XVe siècle, les Banu Abed Awad font partie de la grande famille des Banu Wazen. Ces nomades des régions sahariennes occupent un vaste territoire pouvant atteindre les montagnes de l'Aurès. L'arrivée des Hilaliens au Maghreb les a probablement contraints à abandonner ces régions et à aller s'installer dans la région de Tlemcen, avant que ces mêmes Hilaliens, sous-décimés par les Almohades, lors de l'effondrement de l'Empire almohade vers 1236. Le royaume de Tlemcen devint indépendant sous la domination des Zianides et du roi Yagmohasen ibn Zian ibn. Puis il y a eu la colonisation, la bataille avec l'émir Abdelkader, opposant farouche à la France, qui fut arrêté et mis sous garde surveillée dans la Loire, au château d'Ambroise dans la Loire, avec sa famille. Maintenant, je vais vous parler de nos valeureux soldats, les harkis, et de nos anciens combattants. Je salue aussi la communauté harki de la Loire, tout particulièrement Saint-Étienne, Mastibert, Pérol en Provence. En cette journée commémorative du 25 septembre 2021, des harkis qui ont suivi notre France. Je vous fais cette vidéo en leur honneur chez moi, car personne n'a voulu me donner de salle.
J'expose quelques tableaux que vous pourrez voir, mais mon nouveau livre ne sortira pas à ce jour, car vous avez tant à lire des livres d'autres amis harkis où chacun raconte son vécu et fait sa propre exposition. Je fais cette vidéoconférence de chez moi pour vous, amis du monde entier. En mars 1962, les accords d'Évian sont signés. Les Français quittent l'Algérie et abandonnent les harkis. Nombre d'entre eux sont considérés comme des traîtres. Ils sont torturés et exécutés par milliers. Les 60 millions d'Algériens ayant réussi à fuir en métropole sont accueillis dans des camps, isolés, insalubres. Le Bachaga Boualem, fils d'une ancienne famille de notables de Beni Boudouane, dans le département de Bonne, gradé capitaine pendant la Seconde Guerre mondiale, décoré par la croix du combattant et de la valeur militaire. Responsable de l'Ourcini, de l'Arca de la région sous la responsabilité de l'ex-colonel Jean Garde, membre de l'OAS durant les combats, il perd 17 membres de sa famille, dont un de ses fils, Abdelkader. En 1945, il devient caïd du douar des Beni Boudouane. Il se rallie au général de Gaulle. En 1958, il devient député à Orléansville, c'est-à-dire à Chlef, sur la liste d'UNIR, Union nationale pour l'intégration. Et le renouveau, il siège aussi à bas, puis du regroupement national de l'unité de la République. En 1959, il est maire de Beni Boudouane et conseiller général d'Orléansville. En 1960, il préside la création du Front Algérie française, FAF. Rapatrié d'Algérie le 18 mai 1962, avec une maigre partie des harkis et sa famille, il se retire à Mastibert, à 18 km d'Arles. Il fait partie de la commission nationale chargée de l'étude des problèmes des Français musulmans de France en 1979. Il meurt le 8 février 1982. Un de ses fils prend la succession et quand il décède, c'est M. Guelfout Abdelkader, que je connais bien, qui prend la relève. Et à l'heure actuelle, c'est le neveu du Bachaga Ali Boualem, neveu du Bachaga, qui a pris la relève. Mais l'a-t-il toujours? Ça fait 2 ans que je n'ai pas vu Mastibert et Arles. Je vous le dirai à une autre occasion. Maintenant, je vais vous parler des camps. À leur arrivée en métropole, les harkis sont pris en charge et partagent divers camps. Le premier camp était situé à Larzac, dans le puits de la Drôme. Dans ce dernier, comme la plupart des camps, se situe dans une forêt. Le deuxième camp, à Bourg-Larzic,
Il n'y avait que des tentes avec des robinets pour l'eau à l'extérieur. Pas d'hygiène, pas de confort. Quand les robinets étaient gelés, il ramassait de la neige, la faisait fondre pour avoir de l'eau. Ces camps-là étaient du provisoire. Les harkis ont été évacués à Bias et Saint-Maurice-l'Ardoise. Le camp de Saint-Maurice-l'Ardoise connaît une évolution similaire que celui de Bias. Les conditions de vie dans les camps, l'organisation de la vie familiale s'est heurtée à d'importantes contraintes matérielles, promiscuité du fait de l'occupation des tentes par plusieurs familles ou de la superficie. Insuffisance des logements attribués, insalubrité, WC extérieur collectif dépourvu d'eau courante, douche collective, peu accessible, manque de couchage, mais aussi de chaises pour toute la famille. Et surtout, certaines familles souffrent de déséquilibre alimentaire. Les camps d'accueil sont des camps militaires très sévères, avec un couvre-feu à 22 heures. Les enfants ne sont pas scolarisés dans les écoles du village, car certains élus et les citoyens ne les voulaient pas et ne voulaient pas les intégrer avec les Français de métropole. C'est une honte. Alors que c'étaient des valeureux soldats ayant combattu pour la France. Chaque camp d'accueil fonctionne de manière autonome, en autarcie, avec son règlement propre et dicté par le directeur du camp. C'est ainsi que le règlement intérieur du camp de Bias impose aux familles la levée des couleurs et le couvre-feu à 18 heures ou 22 heures, selon les sources. La note de service du directeur du camp donne un aperçu d'une situation qui reste exceptionnelle. L'administration contrôle également le courrier et les colis qui sont ouverts. L'usage des douches est aussi réglementé, limité à 1 fois par semaine et fracturé à 0,80 centimes. Quelle honte! Fermeture progressive et définitive des camps, reclassement, dispersion. Assez rapidement, certains anciens harkis ont pu s'établir à l'extérieur de ces camps, soit pour aller vers d'autres structures encadrées, comme par exemple les hameaux de Forest, soit pour s'établir en dehors de toute structure. Par exemple, dans le village de Saint-Valérien, dans l'Yonne, grâce à des initiations privées et du soutien du ministère des Rapatriés en 1964. Dans la Somme, des familles, les Kabyles originaires de la commune d'Iflissem, en Algérie, s'installent à Poix de Picardie, sous la protection de la famille Abdelatif. L'action conjuguée de nos lieutenants et de son sergent-chef a permis l'installation à Vic-le-Comte d'une centaine de personnes originaires du même douar. Le jumelage de la commune du Château-Renaud en Indre-et-Loire avec la commune d'Aris avant l'indépendance de l'Algérie, ainsi que la possibilité de trouver un emploi dans l'industrie de la chaussure, ont ici aussi aidé les familles de harkis à s'adapter plus facilement. Les camps de Bourg-Larzic et Larzac sont fermés avant l'hiver 62,
parce qu'ils étaient insalubres. Le camp de Roosevelt ne compte que quelques familles à la fin 1964. Familles jugées inaptes à tout reclassement. L'armée ferme alors le camp et les familles s'installent à proximité. Immédiatement, du camp Joffre dans un hameau appelé Cité du Réard, dont la construction est décidée par le maire de Roosevelt. Depuis de longues années, les harkis se battent pour la vraie reconnaissance. Ce dossier explosif où le rapatriement et le dépouillement de leur aide financière dans les camps, les taxes, la maltraitance, le mal accueilli des élus, de la population française. Le génocide, les enterrements d'enfants sans sépulture et l'abandon des harkis par le gouvernement français qui se sont fait torturer et assassiner. Cette reconnaissance nationale, ils y ont droit. Tout doit être régularisé à leur valeur. Eux, les oubliés de la République, qui, pour les calmer, leur donnent au compte-gouttes en faisant en 2019 une commission avec des représentants qui n'ont pas osé expliquer les vrais problèmes. Car la population harkie se sent oubliée, alors qu'ils étaient là pour défendre leur Algérie française, leur patrie, la France. De plus, le gouvernement leur doit les mêmes honneurs qui ont donné aux soldats français et qu'on arrête de les appeler traîtres. Harkis ne veut pas dire traître, c'est le nom de leur tante quand ils étaient soldats et qui s'appelaient les Harkas. Tout ce que je vous ai résumé dans cette élocution, dans ma conférence vidéo, c'est mon ressenti à moi, la poétesse conférencière, artiste peintre et créatrice, dont un cousin de ma mère a fait l'Indochine et l'Algérie, et l'oncle de ma mère qui est mort pour la France, notifié en rouge, dont personne n'en parle, qui n'avait pas dû avoir lieu, cette guerre. Je vous en dirai plus dans mon livre. Beaucoup de déboires, beaucoup de partage de famille. Ceux qui sont ici n'ont pas le droit d'aller là-bas, n'ont jamais vu leur famille depuis tant d'années. C'est déplorable. Cette guerre a aussi départagé les pieds noirs et les Algériens. Cela a formé une forme de racisme. Mais en ce jour, c'est un jour déplorable. Autant de millions d'harkis qui sont morts. Je tiens à vous montrer mon livre que j'ai fait l'année dernière parce que je n'ai pas encore sorti le nouveau. Voilà. Les pieds noirs, le Bachagaboualam, les harkis, les harkettes. Il est à la vente. Vous pouvez vous regarder sur mon site. Par contre, je tiens à vous montrer des dessins que j'ai faits sur la commémoration. Le Bachagaboualam,
de Bachagaboilam. Pour les pieds noirs, ça va leur faire plaisir. La Vierge. Un soldat qui avec son fusil. Un vieux monsieur harki qui a fait l'Algérie et l'Indochine que j'ai connu à Aix-en-Provence. Les tantes. Dans les camps. Un colloque que j'ai fait une caricature. Un soldat qui une soldat arquette, on n'en parle jamais, donc j'ai fait un poème. Les anciens combattants marqués. Tout cela est des caricatures. Hein. Un monsieur harki, très fatigué par cette guerre. Comme mes images sont tellement grandes, je ne peux pas vous les montrer entières. Mais le jour que je fais une exposition, je filmerai tout. Je ferai tout comme il faut et je passerai tout sur les réseaux sociaux. J'espère que ma conférence vous plaira. C'est un vécu, c'est un déboire, c'est de la maltraitance. Je tiens à vous remercier pour ceux qui vont la lire jusqu'au bout, de me faire des petits commentaires. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Au revoir mes amis.